Très bien, bonjour à toutes et à tous. Le temps que le PowerPoint arrive, je vais me présenter, donc Emmanuel Sylvestre. Je dirige le centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne depuis 2006. C'est un service qui existe en fait depuis 1999, donc on fait les 20 ans du service cette année. Un service qui est assez proche de ce que Venceslas a présenté juste avant. En fait, on propose maintenant des actions qui sont liées au conseil pédagogique, à l'accompagnement du numérique, à la production multimédia pédagogique, également aussi tout ce qui est évaluation des enseignements par les étudiants. Donc on va s'occuper de cette action-là au sein de l'institution. En tout, c'est une équipe d'une trentaine de personnes pour accompagner les enseignants de notre université et également les assistants. Donc on a un fonctionnement, on travaille avec les professeurs peuvent bénéficier d'assistance et l'équivalent un peu des ATER ou des moniteurs. Ça existe toujours les moniteurs? Oui. Donc les moniteurs dans vos institutions. Mais avec moins de fonctions d'encadrement comme les ATER pourraient avoir ici. Une université d'à peu près 15 000 étudiants. Donc ça donne un peu la taille en fait du service par rapport à notre masse de population. Et on a cette faculté, des facultés qui sont plutôt orientées sciences humaines, mais on a également tout ce qui est médecine, biologie et géosciences et sciences de l'environnement. Donc on a quand même des sciences un peu plus dures avec nous. La discussion d'aujourd'hui, c'est de discuter du soutien du développement professionnel pédagogique des enseignants du supérieur. Je n'ai pas rajouté le pédagogique ici, mais on parle bien du soutien de développement professionnel pédagogique dans cette présentation. L'idée de cette présentation aussi, c'est de vous montrer qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans nos institutions et d'illustrer avec des choses que nous, on a mis en place au niveau de l'Université de Lausanne ou dans d'autres universités. Alors, ce n'est pas pour dire que ce que nous, on fait, c'est meilleur, il faut faire comme nous, mais c'est juste pour montrer des exemples et puis on pourra en discuter tous ensemble. Et puis, vous aurez l'occasion aussi de prendre la parole pendant cette intervention d'ici quelques minutes. Donc, si vous comptiez dormir pendant... Non, ça ne marche pas. On parle de soutien au développement professionnel des enseignants. Je ne sais pas si vous voyez bien. Juste au niveau européen, il y a des études qui sont réalisées régulièrement par l'EUA. Ces études vous permettent en fait de sonder les pratiques dans nos institutions européennes. Juste par rapport au niveau du soutien au développement professionnel pédagogique des enseignants, on se rend compte qu'on voit quasiment 50% des institutions qui sont dotées d'une structure de soutien à l'enseignement, soutien pédagogique. Donc ça, c'est un signe qui est assez intéressant aussi de montrer qu'au niveau européen, les universités se sont dotées ou commencent à se doter de structures à un niveau central ou de manière délocalisée, par exemple dans une faculté, dans un département, d'avoir des personnes de support qui pourraient accompagner le développement professionnel des enseignants. Le deuxième point, et ça va sûrement augmenter lors des prochaines évaluations du rapport de l'UA, c'est au niveau de la formation obligatoire ou non dans les institutions européennes. Je dis que ça va changer parce qu'avec le contexte français où maintenant il y a une obligation de former les nouveaux enseignantes et enseignants à l'arrivée de l'université, ça va forcément augmenter. Mais on se rend compte qu'on est près de 80% des universités sondées, donc sur 300 établissements dans le rapport, qui proposaient déjà des formations obligatoires pour leurs enseignants. Donc pour contribuer au développement de leurs compétences pédagogiques. Non, pardon, optionnelles. 80% optionnels, et puis plutôt autour d'une vingtaine de pourcents pour des formations obligatoires. Ok ? Ça, c'est le premier point. Donc on voit au niveau européen, il y a des choses qui évoluent. D'autres choses qui évoluent aussi, c'est les étudiants qu'on a en face de nous. On a l'impression qu'ils rajeunissent chaque année, mais c'est surtout... Il y a des comportements au niveau de... Non, c'est plutôt nous qui vieillissons maintenant.
Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, donc c'est le rapport Pearson, qui regardait un peu les pratiques des étudiants, notamment avec l'usage du numérique, mais également dans leur apprentissage. Là, ils ont comparé en fait les populations, donc les millennials, qui sont qu'on appelle aussi la génération Y, donc en gros c'est à peu près 1980 jusqu'à 2000. Donc on en a encore un peu dans nos structures. Et puis la génération qu'ils appellent Z, qui sont plutôt les natifs de l'an 2000. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat ici, est-ce qu'il y a vraiment des catégories de personnes, millennials ou générations, mais là on est plutôt sur des tranches d'âge qui sont plutôt intéressantes à prendre en compte. Et dans ces tranches d'âge, en fait, on voit un point intéressant, c'est ce qui est complètement sur la gauche, c'est par rapport à l'usage des ouvrages, des livres. Autant ceux qui étaient natifs avant 2000 étaient 60% à utiliser des livres pour apprendre. Là, dans les personnes qui ont été sondées, ils sont plus que 47% à dire qu'ils utilisent ce type d'ouvrage pour apprendre. Par contre, on voit que l'utilisation de supports comme YouTube commence à se développer un peu plus. On a 60% d'étudiants natifs de 2000 qui vont utiliser YouTube pour apprendre. Si vous regardez un peu les pratiques des étudiants quand ils sont dans les cafétérias, on peut les voir aussi facilement aller sur YouTube, pas forcément pour regarder des vidéos de chatons ou autre chose, mais pour regarder des vidéos qui vont structurer leur pensée aussi, d'aller chercher du contenu d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi intéressant de prendre en compte ce facteur-là, de se dire, ben, finalement, nos étudiants, ils changent aussi de pratique, donc est-ce que nous, on doit aussi évoluer dans nos façons d'enseigner? Un autre point aussi, c'est pour les natifs de l'an 2000, il y en a 59% qui disent utiliser YouTube comme méthode d'apprentissage préférée. Donc ça, c'est aussi intéressant de penser à l'utilisation de la vidéo dans l'enseignement, de se dire, ben, qu'est-ce que nous, on peut leur proposer? Est-ce que on sait que c'est des choses qu'ils vont faire par ailleurs? Si j'enseigne dans ma discipline, je vais faire mon cours, je vais leur mettre des ressources à disposition, ils vont sûrement aller chercher des ressources par ailleurs. Avant, ils allaient chercher des bouquins, maintenant, ils vont plutôt aller sur Internet et puis voir s'il y a des vidéos qui expliquent sur le sujet. Donc, est-ce que je laisse ce champ ouvert et puis je ne me préoccupe pas de ce qu'ils vont aller chercher sur Internet, ou est-ce que je profite des supports qu'on peut me donner dans mon institution pour pouvoir faire de la vidéo pédagogique et de proposer des vidéos qui seraient peut-être plus pertinentes à mes étudiants? L'autre point aussi, c'est la dernière ligne, c'est par rapport à l'usage du textbook. Là, on voit que 60% l'utilisaient pour les natifs avant 2000. Ils sont plus que 47% à dire les utiliser. C'est juste quelques chiffres comme ça pour montrer un peu certaines évolutions de pratique. Alors, une des questions, c'est pourquoi soutenir le développement professionnel des enseignants? Finalement, comme on l'a dit tout au début, on n'a pas entendu les années 80-90 pour faire de la pédagogie dans nos institutions. Donc pourquoi maintenant se préoccuper davantage de ces éléments? Alors un des premiers points, c'est pour développer les pratiques pédagogiques de nos enseignants. Donc si on regarde un peu dans la littérature, il y a des chercheurs qui ont identifié différents stades en fait, de développement de l'enseignant universitaire. Le premier stade qui a été repéré, c'était le stade de survie. Vous l'avez peut-être vécu. Lorsqu'on arrive face à nos étudiants la première fois, on n'a pas forcément reçu une formation. En tout cas, jusqu'à présent, quand il n'y avait pas de formation obligatoire, on arrive, on était jeté en pâture devant un auditoire ou un groupe d'étudiants avec de fortes connaissances au niveau du contenu, mais pas forcément beaucoup d'expérience au niveau pédagogique. Donc ce stade de survie, en fait, comme il a été décrit par Rejcollet et Berthiaume, c'est souvent dans les premières années d'expérience, l'enseignant essaie de faire de son mieux avec aussi toutes les activités annexes qu'il va devoir gérer. Lorsqu'il est nommé, il y a aussi son activité de recherche à développer et d'intégration dans la vie académique. Lorsqu'il arrive dans une autre université, peut-être qu'il y a aussi
du contenu à creuser parce que l'enseignement que l'enseignant va devoir dispenser n'était pas directement en lien avec ses thématiques de recherche. Donc c'est des choses que le contenu va devoir être développé. Et puis, il va devoir commencer à se constituer un ensemble d'outils pour enseigner. Donc, certaines méthodologies qu'on va pouvoir utiliser dans la pratique, notamment des techniques d'animation, comment je structure mon enseignement, comment j'évalue mes étudiants. Donc ça, c'est des choses que je vais devoir mettre en place. Alors, c'est des choses qui se font des fois quand les enseignants n'ont pas encore un poste de maître de conférence, mais comme sont ATER ou minuteurs, mais pour la plupart, au niveau du contexte européen, ça va plutôt se faire une fois que les personnes vont être nommées. Le deuxième stade qui a été identifié, c'est un stade qui a été nommé développement identitaire. Donc là, une fois que les personnes ont déjà commencé à tester plusieurs choses dans leur enseignement, les personnes vont commencer à avoir des préférences en fait dans certaines façons d'enseigner. Typiquement, il y a des gens qui vont apprécier avoir de l'interaction avec les étudiants et développer des activités beaucoup plus interactives avec les étudiants, que ce soit en petit effectif ou avec des grands auditoires. D'autres personnes vont plutôt aller sur, par exemple, de la classe inversée, parce qu'ils ont pris connaissance de ce type de pédagogie, ils trouvent ça intéressant pour renforcer les connaissances des étudiants et du coup vont se lancer là-dedans. Et puis d'autres vont peut-être aller sur de l'apprentissage par problème, discuter tout à l'heure sur tout ce qui est approche par compétence aussi. Et puis ça, c'est des choses que les gens vont pouvoir développer. Dernier point, c'est le stade d'expertise qui arrive. C'est pas lié à l'âge des personnes. Hein. Il y a des personnes qui vont peut-être rester en stade de survie toute leur vie. Et puis des personnes qui vont montrer très vite en stade d'expertise. Stade d'expertise, c'est quelqu'un qui va pouvoir expérimenter, tester, prendre du recul sur ce qu'il a fait, se former sur ce domaine, produire de la littérature aussi sur le sujet, aller communiquer dans des congrès sur des méthodes pédagogiques qu'il a pu développer. Ça va commencer à devenir un mentor au sein de son institution. C'est des personnes qui vont aussi pouvoir coordonner tout ce qui est innovation pédagogique dans l'institution. Il me semble qu'il y a des personnes dans cette salle qui occupent ce type de fonction. Différents stades. Alors, on n'est pas en train de faire de la boxologie non plus pour essayer d'identifier où est-ce que je me situe, tout ça, mais l'idée c'est de montrer qu'il y a une sorte de continuum de développement avec des premières étapes où on acquiert les compétences jusqu'à la maîtrise complète de ces compétences. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi on doit soutenir le développement professionnel? Parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin aussi dans l'institution. Quand il y a des gens qui arrivent dans l'institution, sont peut-être mal à l'aise pour communiquer devant un groupe, pour animer des séances. Donc là, c'est des choses qu'on pourrait leur apporter. Pourquoi aussi s'occuper de ce soutien au développement? C'est qu'on sait qu'il y a certaines méthodes ou certaines approches pédagogiques qui vont avoir un impact beaucoup plus fort au niveau de l'apprentissage des étudiants. Là, par exemple, une étude qui a été réalisée par Freeman et ses collaborateurs en 2014, qui a montré qu'en travaillant sur les approches actives auprès des étudiants, on permettait davantage de les faire réussir, donc en contrôlant tous les facteurs à côté. Donc si on met en place des approches plutôt actives par rapport à des approches magistrales, ex cathedra pures, où l'étudiant n'a pas à prendre la parole dans une salle de classe, là on se rend compte qu'on peut améliorer l'apprentissage des étudiants. Donc la littérature, maintenant, on est nourri en fait de ces méthodes qui permettent de mieux faire apprendre les étudiants. Ça ne veut pas dire que les étudiants aiment ça. Hein. La littérature montre que ça peut avoir un impact fort sur leur apprentissage. Et la littérature montre aussi qu'ils aiment bien rester assis dans la salle de classe et écouter l'enseignante ou l'enseignant parler. Le troisième point, c'est plus lié à ce qu'on appelle tout ce qui est dispositif qualité. Vous connaissez sûrement ce document qui est qu'on appelle l'ESG, donc les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen. Ce document, en fait, il sert de base aux différents dispositifs d'accréditation dans les institutions européennes. Chez nous, on a l'AAQ, qui est notre organisme d'accréditation. Ici, vous avez aussi, alors je ne vais pas aller sur le nom parce que ça a encore changé, donc c'était l'HCERS, ok, qui repose aussi sur ces différents standards. Là, j'en ai mis juste deux.
Le premier point, c'est que les institutions s'assurent des compétences de leurs enseignants. Elles mettent en œuvre des processus équitables et transparents pour le recrutement et le développement professionnel du personnel. Donc ça veut dire qu'il y a des standards européens qui ont été définis, qu'il y a ce standard-là en particulier qui est mis en place, et que lorsque les institutions vont devoir être accréditées, on va regarder en fait s'il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de ce standard-là. Donc c'est quelque chose qui va forcer à la mise en place de dispositifs de soutien. Et le deuxième point, c'est lié à celui-là aussi, c'est qu'on met en place des programmes d'enseignement qui vont encourager les étudiants à jouer un rôle actif. Donc on parlait de méthode active, d'approche active tout à l'heure. D'impliquer les étudiants également dans la conception de ce type d'approche, et également de mettre en place en fait un enseignement et des conditions d'apprentissage de qualité. Donc d'un point de vue pédagogique, ça permet les premiers points que je vous ai montrés tout à l'heure, ça permet de renforcer les compétences de nos enseignants. D'un point de vue pédagogique aussi, on se rend compte que certaines méthodes sont plus à même de faire acquérir de bons apprentissages aux étudiants, et en plus, on a des organes externes qui nous poussent à aller en fait dans ce champ-là. Donc on a vu les raisons de s'occuper de ce développement professionnel. Maintenant, la question c'est comment on peut mettre en place des choses pour soutenir le développement professionnel pédagogique de nos enseignants. Alors c'est là où je vais vous rendre la main. C'est une des questions que je vous pose en fait. Selon vous, quelles sont les actions qui pourraient être mises en place dans vos institutions pour soutenir le développement professionnel pédagogique des enseignants? Alors ce que je vous propose, c'est de prendre 1 minute pour réfléchir seul à ce type d'action qui pourrait être mise en place. Une fois que je vous donnerai le signal, donc là normalement il n'y a pas de bruit, c'est du temps de réflexion individuelle, je vous donnerai le signal pour échanger avec votre voisin ou votre voisine sur les actions que vous avez trouvées. Et on aura l'occasion d'en discuter après, et puis je vous présenterai un peu le modèle sur lequel on pourra accrocher en fait ce que vous aurez trouvé. Top chrono pour 1 minute de réflexion individuelle, donc essayez de répondre à cette question. Très bien, donc la minute est passée, donc maintenant je vous invite à discuter avec votre voisin ou votre voisine pour dire quelles sont les actions que vous avez pu trouver. Donc l'histoire d'enrichir un peu vos idées. Donc 2 minutes pour ça. Très bien, les 2 minutes sont écoulées. Alors on a 2 collègues qui vont pouvoir passer avec des micros. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que certains groupes puissent prendre la main pour dire en fait au moins une action qui pourrait être entreprise pour soutenir le développement professionnel pédagogique des enseignants. Et puis on fait un petit tour comme ça de différents groupes. Donc s'il y a des choses qui ont déjà été dites, ne les redites pas. Donc au moins une idée par groupe. Qui a envie de prendre la parole? Oui, ici. J'ai un regard assez critique donc je suis en école d'ingénieur. Je pense qu'il faut déjà leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin d'une formation et d'un soutien en pédagogie. On a pas mal d'enseignants sur les techniques qui sont excellents dans leur domaine et qui donc, je pense spontanément que comme ils sont bons dans leur domaine, ils sauront le faire passer. Donc le besoin d'une formation pédagogique me semble... et leur faire prendre conscience qu'il y a besoin, pour un grand nombre d'entre eux, me semble déjà un premier point. Ok, merci. Moi, je veux bien intervenir. Donc, moi, je suis en école d'ingénieur aussi, dans la même école que Delphine. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, je dirige un centre de compétences. Bon, ça, c'est pas tellement le problème, mais j'ai des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans mon équipe qui vont venir faire de l'enseignement. Et quand on a un nouveau qui arrive, et même quelqu'un qui est là depuis quelques années, on a toujours une réunion ou des échanges pédagogiques, on va dire ça comme ça, de telle façon qu'il va monter un cours, comment je fais, voilà, et donc on lui donne des conseils sur le contenu, sur la façon de faire, et puis ça se passe bien en général parce qu'il se sent soutenu par toute l'équipe qui est derrière et qui est
on est assez soudés entre nous. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important, de se dire que je suis un nouveau, et ben, faut l'accompagner. Oui. Voilà. Et puis après, s'il ne se sent pas très bien, ben, on l'accompagne, mais ça se passe toujours très bien. Ouais, super. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le mentorat, où finalement il y a un nouveau qui arrive et puis les plus anciens vont pouvoir l'accueillir à la fois sur décrire expliquer le contexte aussi d'enseignement, parce qu'on est dans un contexte particulier avec on peut donner des indications aussi sur la population étudiante, quelles sont comment les étudiants sont, leurs pratiques dans l'institution, et puis également les pratiques pédagogiques ont pu être mises en place. Donc ça c'est super. En fait, nous, on le fait systématiquement. Bon, Ok. moi, ça fait 20 ans que j'en fais, donc j'ai plus besoin qu'on m'aide. Mais sinon, pour nos jeunes collègues, c'est important de se dire qu'on va les suivre, et on est plusieurs à faire de l'enseignement depuis longtemps, donc on va les suivre, leur donner des conseils, et, aussi bien sur la population d'ailleurs que sur des conseils pédagogiques ou des choses comme ça. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui. Bonjour. Bonjour. Quelques éléments pour collectifs là, qui avaient été discutés. Premièrement, reconnaître, donner de la valeur à la formation, à l'activité de formation, parce que pour un enseignant-chercheur statutaire, on sait que c'est quand même l'activité de recherche qui va prévaloir, donc c'est quand même un souci. Et deuxièmement, c'est un peu provoquer et un peu forcer le partage d'expériences. Voilà, il y avait des témoignages sur des formations 2-3 jours un peu intenses qui ont, voilà, on a été plusieurs à vivre des choses comme ça, qui nous ont fait voir la façon d'enseigner différemment et qui arrivent peut-être trop tard à certains moments ou qu'on pourrait échelonner. Et puis, dernier point, il y a les enseignants-chercheurs statutaires et il y a des vacataires, des chercheurs qui font de l'enseignement, plus ou moins, qui là aussi nécessitent un accompagnement, mais qui pourrait être peut-être différent. Ok. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu discuter dans vos groupes? On reviendra après. Alors moi, je pense qu'il y a un point super important, et ça rejoint un peu ce que vous avez dit à l'instant, c'est le fait qu'on n'ait pas de temps, en fait. On a un gros problème de pression temporelle sur à la fois les activités pédagogiques, évidemment, mais aussi sur les activités administratives, mais aussi sur la recherche. Et comme effectivement on n'est pas évalué sur l'enseignement, et ben, si on n'a pas le temps, et ben, on ne fait pas. Voilà. Donc ça, c'est un point super important. On pourrait dégager, par exemple, du temps dans les services d'enseignement pour établir ce jeu-là. Bien sûr, ce n'est pas super acceptable d'un point de vue gestion des coûts et l'université, etc. Mais malheureusement, ça fait partie de notre travail. Voilà. Oui. Très bien. Il y a une question tout en haut. C'est juste un petit complément, je suis complètement d'accord avec l'idée de temps, c'est quelque chose qui est revenu en priorité. Mais pour convaincre les gens, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, que c'est aussi utile pour un enseignant qui dit moi je sais ce que j'enseigne et donc je n'ai pas forcément besoin de me former, focaliser et rendre concret autour des équipes pédagogiques, multiplier les occasions sur quelque chose de très concret, de très pratique. C'est-à-dire au sein d'une équipe pédagogique qui fait intervenir 2 ou 3 enseignants, forcer des temps dédiés à la pédagogie avec un support. On a eu l'IDEA qui a permis de faire ça dans certaines situations particulières. Peut-être moi j'attends que via le CIPEN on puisse avoir des choses comme ça qui rendent très concret pour l'enseignant-chercheur qui se dit qu'il n'en a pas besoin. Plus ce se rapproche de son activité d'enseignement au quotidien, plus ça a des chances d'être bien perçu et pas comme une contrainte. Là c'est assez intéressant. Mes 2 voisins sont des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs qui ont été recrutés cette année et qui sont là aujourd'hui à double titre. Ça les intéresse, mais ça fait aussi partie de la journée c'est éligible au temps qu'ils doivent consacrer à être formés dans le cadre de leur décharge en tant que jeunes maîtres de conférence. Et donc c'est intéressant parce qu'ils sont là, voilà, ça les intéresse, mais en même temps ils ont leur insertion dans le labo, en même temps ils ont leurs nouveaux cours à préparer. Et donc on est sur quelque chose qui est à mi-chemin entre un peu de contrainte et un peu d'intérêt. Tout à fait. Donc, si on arrive à valoriser ce temps contraint, on va faire d'eux des gens intéressés par la pédagogie, plutôt que de subir, entre guillemets, une énième formation qui n'a que peu d'intérêt. Donc je pense qu'il faut rendre très concret et très utile
Mhm. Très bien, merci. Oui. Ah oui, pardon, il y a madame. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de voix. Ce qui, pour ma part, m'intéresse, c'est la question de l'évaluation des enseignements telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui est quand même très limitée, on va dire ça comme ça, et l'idée qu'on n'a pas vraiment de retour d'expérience à 1 an, 2 ans. Je racontais l'anecdote d'une étudiante que j'ai croisée il n'y a pas longtemps dans le RER et qui me disait, vous savez, le cas d'entreprise qu'on a fait ensemble tel jour dans mon entreprise aujourd'hui, c'est exactement ça. Je repense à vous. Je dis merci, c'est gentil. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de retour d'expérience sur, après tout, qu'est-ce qu'ils avaient aimé déjà. Oui, quand est-ce qu'ils avaient pris du plaisir, parce qu'on n'est quand même pas là que pour se casser les pieds. Et puis, qu'est-ce qu'ils avaient retenu accessoirement, mais aussi quand est-ce qu'ils avaient pris du plaisir à partager des connaissances avec nous. Très bien. Donc, c'est un point sur l'évaluation des enseignements, et puis avec deux niveaux, le niveau à chaud, en fait, une fois que le cours est terminé, ou est même pas forcément terminé, et puis quelque chose qui est plus sur du long terme, en travaillant peut-être avec les alumni, et aussi voir ce qui pourrait être mis en place. Ok, on peut-être encore deux questions. Oui, tout en haut. Voilà. Donc bonjour. Donc Charles Tasque, bon, nous sommes plutôt chercheurs. Nous ne sommes pas dans les écoles, dans les universités, mais nous intervenons en fait dans les écoles, dans les universités, donc avec un panel d'étudiants assez variés et différents. Nous partageons en fait avec nos voisins l'ensemble de ce qui a été dit, mais je trouve en fait qu'on centre beaucoup sur les enseignants. On ne pense pas suffisamment aux étudiants. On essaie de comprendre aussi leurs attentes, leurs besoins, et de voir comment est-ce qu'on peut accéder à les comprendre aussi pour que le message en fait, des deux côtés puisse passer. Très bien. Merci. Oui, une dernière. Alors, moi je suis un collègue de Charles, je suis chercheur à l'IFSTAR, mais il y a 10 ans, j'ai passé 17 ans avant dans une université. Alors, je pense que ça a dû changer peut-être un peu, mais bon, mon expérience date il y a une dizaine d'années. Et de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un gros problème, c'est qu'il faut arriver à casser l'isolationnisme de l'enseignant. Parce que moi, ce que j'ai vécu dans l'enseignement, c'est que quand même, l'enseignement, c'est on rentre dans sa classe, on ferme les portes et on est mettre à bord, et puis on n'a pas l'idée d'avoir que c'est un travail, ça peut être un travail d'équipe, ça peut être intéressant de partager. Et donc, je pense que arriver à susciter des actions des groupes de partage, c'est quelque chose qui serait intéressant. Moi, quand j'étais enseignant, je suis tombé de ma chaise le jour où j'ai eu l'occasion de travailler sur la mise en commun d'exercices et où je me suis aperçu que des collègues ne comprenaient pas mes exercices. Parce que là, je me suis dit, c'est peut-être pas normal que mes étudiants puissent avoir des difficultés. Parce que, voilà. Mais c'est donc qu'il faut arriver à générer, à sortir de cette protection un peu qu'on a, beaucoup d'enseignants, je pense, avaient, ou peut-être encore, de dire, voilà, moi, il n'y a pas besoin des autres, je fais mon truc et c'est très bien. Ok, merci beaucoup. Plusieurs points qui sont soulignés. On aura l'occasion de revenir sur les différents points que vous avez mentionnés. Il y a un point qui est lié aux actions qu'on peut mettre en place concrètement avec les équipes, avec les enseignants ou avec les équipes pédagogiques. Et d'autres points, c'est plus l'axe sur la valorisation en fait, de l'investissement des enseignants. Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on a un ensemble d'actions qui peuvent soutenir. Alors, ce n'est pas complètement exhaustif ce que je vous présente ici, mais on a des actions qui, à la fois, vont soutenir le développement, tout ce qui est formation, conseil, évaluation. On est plus sur du soutien-développement. On va aller aussi vers des approches qui seront plus au niveau de la valorisation, avec ce qui est soutien à l'innovation pédagogique, l'approche SOTL, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus plus en détail tout à l'heure, et puis tout ce qui est approche portfolio d'enseignement aussi. Qui dit portfolio d'enseignement, certains appellent ça aussi dossier de valorisation pédagogique, dossier d'enseignement, il y a plein de termes qui sont assez synonymes. L'idée en fait de ça, c'est de voir comment on va prendre en compte l'investissement, comment les enseignants vont pouvoir indiquer ce qu'ils ont mis en place dans leur enseignement pour que ça soit pris en compte aussi dans le développement de leur carrière.
Donc on verra que dans certaines institutions c'est possible. Dans le système français c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a quelques freins qui existent, mais voir s'il y a des possibilités d'évolution. En termes de formation pédagogique, vous connaissez déjà sûrement certaines choses qui existent. Donc les ateliers pour les nouveaux enseignants qui sont proposés. Donc là on répond plutôt au stade de survie qu'on décrivait tout à l'heure. Pas mal d'ateliers qu'on voit apparaître un peu partout dans les institutions sur tout ce qui est design de cours. Donc on va travailler sur la cohérence pédagogique, l'alignement entre le contenu du cours, les objectifs d'apprentissage, les méthodes d'enseignement et puis les modalités d'évaluation des apprentissages. Faire en sorte que ça soit cohérent. Et ça, pareil, dans la littérature, ça a été montré que si on travaille sur cette cohérence-là, on va orienter les étudiants vers des apprentissages qui sont plus en profondeur. Donc c'est un impact assez fort en fait de travailler sur cette cohérence. Et bien sûr, tout ça, ça doit se penser dans un contexte d'enseignement particulier. Typiquement, si j'ai envie d'organiser un débat avec mes étudiants, mais j'en ai 500, ben ça risque d'être compliqué d'utiliser cette modalité, cette activité d'apprentissage. Donc je vais peut-être partir sur notre type d'activité avec mes étudiants, mais qui permettrait d'atteindre les mêmes objectifs. Donc voilà, c'est donner en fait les clés pour pouvoir naviguer un petit peu en fonction de notre contexte et puis ce qui va être proposé. Ça peut être tout ce qui est lié aux techniques d'animation aussi, d'être plus à l'aise avec les étudiants. Des fois, on ferme notre salle de classe aussi parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ce qu'on met en place, où on se centre beaucoup peut-être sur notamment dans les premières années d'enseignement, sur le contenu qu'on doit faire passer aux étudiants, et on va aller moins sur les techniques d'animation parce que tout simplement, j'ai pas eu l'occasion de m'exercer. Il y a toujours un risque lorsque je fais une animation, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Tout à l'heure, je vous ai proposé de discuter, de réfléchir, de discuter. C'est une technique d'animation qu'on utilise. Ça peut s'utiliser, on l'utilise avec 1000 étudiants dans des auditoires, ça marche aussi. Mais avant de l'utiliser devant 1000 étudiants, c'est intéressant de pouvoir le tester sur un petit groupe. Donc voilà, est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser, de tester en fait les techniques? Beaucoup de formations qui ont lieu sur les techniques de communication aussi. Chez nous, on a des formations qu'on propose sur techniques de communication et puis de posture. C'est les formations qui attirent le plus de monde. On voit notamment chez les plus jeunes enseignants, les personnes suivent cette formation parce que craignent en fait de se trouver devant notamment des grands auditoires. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'utilisation des plateformes numériques. Si vous avez des plateformes numériques dans vos institutions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dedans, notamment les outils de base. On sait que 95% de l'utilisation en général, c'est pour du dépôt de fichiers. C'est une première utilisation, c'est déjà pas mal de pouvoir l'utiliser comme ça. Après, on peut voir qu'on peut utiliser des quiz, qu'on peut aller sur d'autres outils. Donc voilà, stade survie, on outille les gens pour qu'ils puissent faire leur job dans de bonnes conditions. Après, on peut aller sur des ateliers un peu plus spécifiques. Là, on est plus sur le stade de développement identitaire. Des ateliers sur les classes inversées, sur la mise en place d'un portfolio d'apprentissage avec les étudiants, mise en place d'apprentissage par problème. Bref, on est sur des choses un peu plus spécifiques, un peu plus complexes. En général, on ne fait pas ça tout de suite quand on arrive dans l'institution, sauf si on arrive dans une filière où on est déjà dans une approche par problème. Dans ce cas-là, on va être formé par les pairs en général, comme l'évoquait notre collègue tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est toujours le rapport de l'EUA. En fait, ils ont recensé les différentes thématiques d'ateliers qui sont proposées au niveau européen. Donc par rapport à ça, ce qu'on voit, c'est autour de 80% des formations portent, ça c'est pour les cours obligatoires, hein, sur tout ce qui est introduction à la pédagogie, donc les grandes thématiques. Quand je parlais d'alignement pédagogique, de cohérence pédagogique, en général, c'est ces choses qui sont abordées dans ce type de formation. Il y a toutes les approches aussi, ce qui est student-centered learning. On parlait tout à l'heure finalement, j'enseigne, mais c'est pour que mes étudiants apprennent. Dans ce cas-là, essayer de penser son enseignement tout d'abord en pensant à ce que les étudiants doivent être capables d'apprendre. Donc ça veut dire un focus aussi sur les objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que je vise comme apprentissage chez mes étudiants à la fin de mon enseignement et quelles sont les modalités d'enseignement que je vais proposer pour permettre d'atteindre ces objectifs-là.
Donc voilà, il y a cette liste qui existe de thématiques pour les personnes qui travaillent dans les structures d'accompagnement. Je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes aussi pour se dire quel type d'atelier aussi je peux offrir à la communauté. On voit aussi sur tout ce qui est développement des objectifs d'apprentissage, les learning outcomes. Là, on voit aussi un focus assez fort par rapport à ça. Ce qui est aussi intéressant dans le rapport de l'EUA, en fait, c'est qu'ils ont vu que sur tout ce qui était développement des learning outcomes, ça était en train de... Donc c'est demandé aussi dans les accréditations comme indicateur. C'est des choses qui ont un impact assez fort sur repenser son enseignement. Donc dès que je vais là-dessus, ça force les personnes à se questionner sur mais finalement ce que je mets en place. Typiquement, j'enseigne le droit, j'aimerais que mes étudiants à la fin soient capables d'argumenter à l'oral en vue de faire une plaidoirie. Et puis mon cours, c'est du cours magistral, c'est moi qui parle pendant tout le long. J'ai un examen oral à la fin parce que je veux voir s'ils sont capables d'argumenter à l'oral. Mais jamais je leur offre l'opportunité dans le cadre de mon cours de développer cette compétence et d'avoir du feedback sur cette compétence-là si j'agis comme ça. Donc si je ne mets pas en place dans mon enseignement des activités dans lesquelles l'étudiant va pouvoir argumenter à l'oral et puis recevoir du feedback par rapport à ça, je vais évaluer, donc je vais sélectionner les étudiants sur cette compétence-là, mais je ne vais pas les former là-dessus. Donc si je l'intègre comme objectif d'apprentissage, je dois mettre en place après des choses pour leur permettre de les guider vers ça. En termes de formation aussi, donc on a vu pour stade survie, pour le stade intermédiaire, on a aussi pour les experts, mais les experts, on peut les utiliser pour animer des ateliers ou pour coacher aussi après un groupe d'enseignants qui arriverait dans l'institution parce qu'eux, ils ont ce savoir qu'ils vont pouvoir faire passer aussi aux nouveaux enseignants ou aux plus novices. Je ne sais pas si ça marche. Là, on a une vidéo en fait, qui a été tournée, où c'est plusieurs séries de vidéos, où c'est des enseignants de notre institution qui ont mis en place des techniques pédagogiques dans leur enseignement et qui vont l'expliquer en fait. Donc ils vont expliquer à la communauté ce qu'ils ont mis en place. Donc ça, c'est des choses, du matériel que nous, on peut utiliser dans nos formations aussi, qui permet de faire un retour d'expérience aussi sur ce que les enseignants ont fait. Donc ils expliquent pourquoi ils ont mis en place cette méthode et ils vont la décrire. Là, c'est un enseignant qui est en sciences du sport, qui explique une méthode qui s'appelle le jigsaw, où on va apparier en fait des étudiants et puis ils vont changer de groupe en développant une expertise sur un contenu spécifique tout d'abord, et puis après le partager à d'autres. Donc au début, ils acquièrent le contenu, et puis après, ils vont le partager à d'autres groupes. Donc voilà, ça c'est une des techniques qui peut être utilisée. Formation, conseil maintenant. Donc la plupart de vos structures sont dotées de structures aussi de soutien au développement professionnel pédagogique. Des conseillers pédagogiques, donc on a des différentes stratégies qu'on peut travailler avec les enseignants. Il y a des entretiens individuels, c'est des choses qu'on a décrites avec mon collègue Amaury Dalle dans l'ouvrage qui est présenté ici. Donc, il y a toute une posture d'accompagnement. On n'est pas là pour dire à l'enseignant ce qu'il doit faire dans ses cours, mais on est là pour le questionner en fait sur ses choix. Quand il arrive avec une problématique, c'est de voir qu'est-ce qu'il souhaiterait faire avec ses étudiants et comment nous, on pourrait lui proposer un panel de possibilités. Les choix restent dans ses mains, mais en tout cas de lui présenter des possibilités de réalisation. Ça peut se faire de manière individuelle, mais ça peut se faire aussi en équipe pédagogique. Là, par exemple, on est contacté chez nous parce qu'il y a une grande réforme pour le bachelor d'HEC, où ils veulent repenser complètement le bachelor. Donc on a un contexte qui a fortement évolué, où on a des gros effectifs d'étudiants maintenant, et avec le dispositif qu'ils ont mis en place, ils se rendent compte qu'ils arrivent à la limite. Donc il y a une situation problème qui se pose devant eux, et puis ils viennent nous voir pour dire ok, comment on pourrait réaménager ou repenser complètement notre programme. Là, pareil, on va travailler sur les objectifs, mais au niveau du cursus, de redéfinir les objectifs d'apprentissage au niveau du cursus, après pour retravailler. Pour dégager du temps, ça peut être aussi à ce moment-là de se dire, d'année en année, on rajoute des cours. Le passage avec les crédits CTS a eu tendance à alourdir les maquettes aussi en termes de temps de présence d'étudiants sur le campus, en sachant que les crédits CTS, c'est du temps d'apprentissage et ce n'est pas du temps de présence. Donc c'est aussi de repenser la maquette avec cette idée en tête, de se dire,
ok, moi je dois travailler sur du temps d'apprentissage, peut-être qu'à la fin, les étudiants, ils auront 10 heures de moins dans leur semaine en temps de présence. Ils auront toujours le même temps d'apprentissage, mais ils auront moins de temps de présence, ce qui peut libérer aussi les équipes. Alors, je sais que dans le contexte français, il y a un certain nombre d'heures à réaliser. Ce n'est pas le cas chez nous, parce qu'on est sur un enseignement qui doit être réalisé de temps de crédit ECTS, mais c'est peut-être des évolutions à discuter aussi au sein de vos institutions, en disant, bah, finalement, maintenant qu'on a mis en place des crédits ECTS, est-ce que ce n'est pas cet indicateur-là qu'on devrait utiliser pour gérer le temps d'enseignement? Ça peut être aussi de mettre en place des accompagnements longs lorsque un enseignant souhaite avoir quelqu'un qui le challenge tout au long d'un semestre, par exemple, sur ce qu'il va mettre en place. Le conseiller pédagogique peut être là aussi dans les cours pour faire des observations, pour lui donner du feedback sur ses façons d'animer le groupe, donner aussi des informations sur ce que font les étudiants dans la salle de classe à différents moments. Ça peut être aussi des pistes intéressantes. Mais ça peut être aussi d'animer une communauté de pratique. On a des enseignants qui ont développé pas mal de choses dans nos institutions et de les faire discuter, on parlait de retour d'expérience. C'est ces communautés de pratique qui doivent être développées aussi parce que ça va contribuer au développement pédagogique, d'échanger sur ces pratiques. C'est quelque chose qui est assez riche. Le conseil, c'est de la mise à disposition de ressources aussi, vidéos, des outils écrits qu'on peut donner aux personnes. Et puis le conseil, ça peut être réalisé à la fois par des conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques, qui vont être dédiés à ça, mais ça peut être aussi accompagné par les pairs. On voit dans certaines structures, il y a des enseignants qui accueillent les nouveaux. On est sur du conseil pédagogique aussi à ce niveau-là. On peut développer aussi des observations par les pairs. Ça se fait dans certaines institutions où, lorsqu'il y a un nouveau qui arrive, il est mis en coaching avec un plus ancien, et puis ils vont faire des observations mutuelles. Donc, une fois, le plus ancien va venir dans le cours du nouveau pour voir ce qui se passe et puis échanger là-dessus. Et puis après, une fois, c'est le nouveau qui va dans le cours du plus expert pour voir ce qui se passe et comment il gère les situations. C'est aussi des choses qui sont assez intéressantes. Type de ressources, ça c'est des ressources qu'on a développées chez nous sur, par exemple, réaliser une grille d'évaluation critériée. Donc il y a des conseils pratiques pour faire cette grille. Et puis il y a une feuille Word aussi qui peut être utilisée par l'enseignant s'il veut créer lui-même sa grille. Ça donne des exemples. Ça peut être aussi des ressources que nous, on va valoriser au niveau de notre service, mais c'est des ressources qui ont été produites par les enseignants. Donc là, les deux ressources qui sont là, la première, c'est un enseignant qui a travaillé sur une innovation pédagogique dans le cadre de son enseignement, sur tout ce qui était gestion de la diversité des étudiants. Suite à cette innovation, on l'a accompagné à écrire un mémo avec quelques conseils qu'il pourrait donner aux personnes qui voudraient utiliser la diversité des étudiants dans leurs cours. Et le deuxième, c'est une sorte de bilan d'actions qui peuvent être réalisées pour soutenir la motivation des étudiants. Et là, c'était un groupe c'était une communauté de pratique en fait, qui a produit ce document. Donc ça permet aussi de consolider, en fait, on parlait de valorisation, c'est un moyen de valoriser aussi l'implication des enseignants. Alors c'est clair, ça ne dégage pas du temps, c'est des choses qui prennent du temps, mais en même temps, il y a quelque chose de visible dans l'institution aussi sur l'implication pédagogique, et en général, les gens sont assez contents de mettre en avant ce type de support. Sur l'évaluation des enseignements, je regarde juste le timing, ça va aller. Il y a les travaux du Guet de Bernard, en fait, on avait une question par rapport à ça tout à l'heure, sur finalement, si j'évalue, pourquoi j'évalue? En général, on n'a pas mis en place un dispositif d'évaluation pour évaluer, puis mettre les évaluations dans un tiroir. Non, l'idée de ces évaluations, c'est pour continuer à développer son enseignement et ses pratiques pédagogiques. Donc évaluer pour améliorer, et l'idée aussi, c'est pour valoriser. Donc si je fais ça, c'est qu'à un moment donné, ça puisse me servir, je puisse être reconnu, ou je puisse mettre en avant ces évaluations dans un dossier pour une promotion ou autre. De plus en plus, nos assistants nous demandent de réaliser des évaluations parce que lorsqu'ils vont candidater dans d'autres institutions, on leur demande en fait d'avoir des fiches d'évaluation de leur enseignement avec les résultats et de commenter ces résultats. Donc ça, c'est des choses qui, même pour la carrière des personnes, ça commence à être pris en compte. Je dis ça commence parce que c'est bien développé au niveau des pays anglo-saxons. Notamment en Angleterre, si on veut postuler en Angleterre, eux, ils ont un système qui est même au niveau
national où il y a le Student Survey qui existe, qui est géré par une institution externe aux universités, et c'est un questionnaire qui est balancé pour tous les enseignants dans toutes les institutions du Royaume-Uni, qui sert également à classer les institutions entre elles. Donc nous, on n'est pas dans les approches latines, on n'est pas du tout dans ce type de structure, mais en tout cas, ça existe chez eux, et du coup, si on a des assistants qui postulent en Angleterre, on leur demande systématiquement d'avoir des résultats et d'indiquer, de décrire en fait le dispositif d'évaluation des enseignements également. Alors ces dispositifs d'évaluation, en fait, ils peuvent être orientés plutôt vers du contrôle de la prestation ou vers du soutien au développement professionnel, et mes collègues avaient travaillé sur un modèle qui permettait de vérifier en fait si le modèle qui est mis en place pour évaluer les enseignements par les étudiants était plutôt orienté contrôle ou soutien. Et il y a quatre axes en fait qui permettent de positionner ça. Est-ce que les résultats sont confidentiels ou pas? Est-ce que les résultats sont... ça veut dire, est-ce que les résultats sont communiqués au directeur de la formation, aux étudiants, à l'ensemble de la communauté? Dans certaines universités, les résultats sont publics. On peut aller voir tel cours, et puis on a les résultats. On n'a pas les commentaires des étudiants, mais on a quand même des données chiffrées sur ce qui se passe. Ou est-ce que, de l'autre côté, les résultats n'appartiennent qu'à l'enseignant, et il n'y a que lui qui peut voir ces résultats? La responsabilité, est-ce que l'enseignant a la possibilité de gérer lui-même son évaluation, c'est-à-dire définir quand est-ce qu'il va faire évaluer son enseignement, quel outil il va utiliser pour faire évaluer son enseignement, est-ce qu'il y a différents questionnaires qui sont proposés, est-ce qu'il peut lui-même avoir un questionnaire propre pour évaluer son enseignement, ou au contraire, est-ce que, comme je disais au Royaume-Uni, il y a un questionnaire qui a été standardisé, qui est unique pour tout le monde, et puis là, lui, il ne sait peut-être même pas que son cours va être évalué, et même quand son cours va être évalué. Adaptabilité, est-ce que j'ai possibilité d'adapter mon questionnaire ou pas? Donc d'un côté, questionnaire standard, de l'autre côté, questionnaire qui pourrait être adaptable avec toutes les questions possibles. Et la réflexivité, qu'est-ce qui est mis en place pour aider l'enseignant à se poser des questions ou à interpréter les résultats de son évaluation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou pas? Donc là, on a notre continuum. Et dans les choses qui peuvent être mises en place, là, c'est des fascicules que nous, on propose à nos enseignants pour analyser, en fait, par exemple, déjà comprendre les résultats qu'on va leur remettre, et également interpréter les commentaires des étudiants. Et derrière, on a des outils, la fiche qui est toute là-bas, en fait, on indique certains types de commentaires que l'enseignant peut recevoir, et derrière quelques hypothèses qui peuvent être réalisées par rapport à ça, et puis avec quelques jeux de questions, aider l'enseignant à se poser des questions justement sur son enseignement, se dire « Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça sur ce point. Des étudiants, ils se disent que... » Et puis là, finalement, comme je n'avais pas réfléchi à cette question-là, je comprends maintenant pourquoi les étudiants ont soulevé ça. Maintenant, pour le cours suivant, je vais peut-être amener d'autres éléments. Donc ça, c'est des outils qu'on propose. Après, ça peut être lié avec le conseil pédagogique, pour avoir une explication un peu plus complète de ce qui se passe. Juste pour vous montrer par rapport à ce schéma, je dis que ça peut être lié à du conseil, mais ça peut être lié à l'ensemble du dispositif. C'est pour ça qu'il y a des traits en pointillés entre les différents aspects. C'est qu'une fois qu'on rentre dans un... C'est un peu une toile d'araignée. Une fois qu'on va rentrer dans un point, par exemple dans l'évaluation des enseignements, on peut orienter vers du conseil, on peut orienter vers de la formation, vers du soutien à l'innovation, intégrer ces éléments dans le portfolio d'enseignement. Donc c'est un système qui va être relié en fait. Et c'est ce qui va aller vers la valorisation. Au niveau du soutien à l'innovation pédagogique, on parle beaucoup d'innovation. Là, juste pour vous montrer le modèle de Christelle Lison et puis de ses collègues, ils ont défini en fait différents niveaux de l'innovation, la novation et la réforme. L'innovation, pour eux, c'est pas quand on va créer quelque chose de nouveau dans la pédagogie. C'est quand on va intégrer une nouveauté dans un enseignement dans lequel il n'y avait pas de nouveauté en fait. Typiquement, dans mon institution, on n'a pas mis en place de classe inversée. Moi, j'en mets une, c'est une innovation. Mais en soi, la classe inversée, ce n'est pas une innovation pédagogique que je vais créer parce que ça existe par ailleurs. Mais là, on est sur l'innovation dans mon contexte. La novation,
là, ça va être quelque chose qu'on va créer. Je crée un nouveau dispositif, je crée une nouvelle ressource. Là, on est sur de l'innovation. La réforme, c'est quelque chose qui va s'appliquer plutôt au niveau, pas individuel, mais plutôt au niveau d'un cursus ou d'un programme. Donc voilà, ça c'est juste pour mettre un peu de détails là-dessus. En soutien à l'innovation pédagogique, ce qu'on voit apparaître la plupart du temps, c'est de la mise en place d'un fonds de soutien à l'innovation, aux initiatives, à l'encouragement pédagogique. Il y a différents termes qui sont utilisés aussi. Souvent, le terme innovation est assez connoté. L'idée derrière, c'est d'avoir des financements pour ces projets, de mise à disposition de ressources humaines, par exemple des conseillers pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques, des développeurs, des ressources multimédia pour accompagner, et puis de l'accompagnement pédagogique également, que ce soit par les pairs ou par d'autres personnes. En termes de soutien, on va aussi former les gens, du coup, lorsqu'ils rentrent dans un dispositif de soutien à l'innovation pédagogique, il y a une part aussi de formation et puis d'échange avec d'autres partenaires pour pouvoir avancer. On voit différents niveaux de soutien à l'innovation pédagogique aussi. Dans la littérature, ce qui était montré, c'est qu'il y a des innovations plutôt individuelles. Alors, toujours, même dans le cadre de dispositifs qui existent, hein, même dans le cadre de fonds d'innovation pédagogique, on peut avoir un fonds qui va plutôt prôner des innovations individuelles. Chez nous, c'est le cas. Dans notre fonds d'innovation pédagogique, on va, pour l'instant, c'est en train d'évoluer, mais on prône des innovations individuelles. C'est-à-dire, c'est des enseignants qui vont mettre en place des choses dans leur enseignement parce qu'ils ont envie de tester certaines nouveautés, parce que leur contexte d'enseignement a changé, et ainsi de suite. Guider, c'est quelque chose qui est... On va orienter en fait l'innovation sur certaines thématiques. Parce que, par exemple, on est dans une institution qui veut développer tout ce qui est student-centered learning. Ben, on va financer plutôt des projets qui seront purement dans cette thématique-là, donc on va guider purement ces projets. Innovation individuelle, on peut aller sur plein de thématiques différentes. Diriger, là, on est sur un projet bien spécifique sur lequel on va mobiliser l'ensemble des ressources. Par exemple, si on est dans ce qui s'est passé par le passé, des écoles de médecine qui voulaient basculer complètement en approche par problème. Là, c'est un projet d'innovation pour l'ensemble de l'école et on met les forces là-dessus. Des exemples de soutien à l'innovation pédagogique, là, c'est différents fonds. Vous pouvez aller voir si vous êtes en train de mettre en place ces choses-là ou pour positionner aussi. Donc, on a par exemple l'Université de Nantes qui a un fonds qui est plutôt... on va dire plutôt une approche d'innovation guidée, voire dirigée, un fort niveau politique en fait par rapport aux innovations qui sont proposées. Au niveau du fonds d'innovation de l'Université de Lausanne, comme je vous disais, on est plutôt dans une innovation individuelle, mais on va rajouter une couche d'innovation guidée dans les futurs projets qu'on va soutenir. Et l'Université de Sherbrooke qui est une approche assez mixte aussi. D'autres types de soutien à l'innovation pédagogique, ça peut être de soutenir aussi, par exemple, dans des innovations guidées, en animant des ateliers pour faire émerger les idées, puis pour développer les compétences des personnes. Là, c'est des photos d'un atelier qu'on a co-animé avec une autre institution pour regrouper en fait des personnes qui voulaient travailler sur tout ce qui est outils de visualisation de curriculum, donc ou plan d'études, plan de cours. On sait qu'on a pas mal de données où on a des descriptifs de cours avec les objectifs, le nombre de crédits, ainsi de suite. On a pas mal de données par rapport à ça, mais on a peu d'outils en fait, qui permettent de visualiser les parcours des étudiants, pour les étudiants, mais également d'utiliser ces données pour visualiser la cohérence pédagogique ou la non-redondance de certains éléments pour les personnes qui s'occupent des programmes, et notamment à utiliser dans le cadre d'évaluation de programmes et ainsi de suite. Donc ça, c'est des ateliers qui peuvent être aussi animés pour soutenir l'innovation. Puis j'avance un peu. Avant-dernier point, c'est le SOTL. Donc c'est tout ce qui est Scholarship of Teaching and Learning. C'est un champ qui n'est pas récent. Ça s'est développé dans les années 90, mais plutôt en lien avec la recherche. Alors ça se traduit mal en français en fait, c'est pour ça qu'on utilise le terme anglo-saxon reste. Premier point, c'était plutôt de développer l'expertise dans la recherche, donc il y a eu des choses, un champ qui a été fait là-dessus. Après, il y a eu une expertise dans la médiation scientifique, comment je fais passer mes productions scientifiques au sein de la communauté civile.
Et plus récemment, en fait, il y a eu l'expertise dans l'enseignement. C'est comment j'appuie par rapport aux connaissances que j'ai pu développer dans le cadre de mes recherches, dans le cadre de mes pratiques pédagogiques, comment je fais passer ces éléments de connaissances à l'ensemble de la communauté, donc à l'ensemble des enseignants. Donc là, c'est vraiment transmettre aux autres ces pratiques et ces connaissances pédagogiques pour éviter de rester dans sa salle de classe et puis de pas s'asseoir parce qu'il y a plein de choses qui se passent bien dans les salles de classe et puis ça reste en fait là-dedans. On est sur, en gros, si on résume le Scholarship of Teaching and Learning, c'est de faire de son enseignement un objet de recherche. Donc c'est d'utiliser la méthodologie qu'on connaît pour faire de la recherche et de l'appliquer à son enseignement. Donc de passer par des différentes techniques, définir une problématique, des différentes hypothèses, mettre en place une méthodologie pour récolter des données sur le fonctionnement de son enseignement, d'analyser ces données et puis d'aller jusqu'à la communication de ces données auprès de la communauté. Donc c'est vraiment d'avoir une démarche de recherche appliquée à son enseignement. Par contre, on n'est pas dans de la recherche en éducation ici. Il y a des distinctions qui sont faites entre le SOTL et puis la recherche en éducation. Le SOTL, ça veut plutôt une recherche appliquée avec une portée relativement limitée qui ne va pas être possible de généraliser à l'ensemble d'une famille de situations. Par contre, c'est des pratiques qui peuvent être réutilisées. Recherche en éducation, là, on va être sur plutôt de la recherche fondamentale avec une portée généralisante, où on va avoir des grands concepts qui vont être réalisés, notamment dans des labos en sciences de l'éducation, psychologie d'éducation, sociologie, ainsi de suite. Il y a des étapes qui ont été décrites. Les étapes que vous voyez ici, ça reprend exactement ce que je disais par rapport à des techniques de recherche. On va analyser une pratique. On va s'approprier la connaissance, donc on fait une revue de la littérature, on est aussi là-dessus. On va imaginer qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans son enseignement, on va l'implémenter dans son cours, on va évaluer, voir si ce changement a eu un impact sur l'apprentissage ou autre, ça dépend, on visait peut-être pas à développer l'apprentissage, on visait peut-être à développer plus d'interaction avec les étudiants. Et puis on va communiquer ça dans des congrès, dans des journées d'innovation pédagogique comme celle-ci. Donc ce qui va être présenté aujourd'hui, c'est ce type de démarche. Il y a des revues, il y a des congrès. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, je vous invite à vous orienter vers des structures d'appui pédagogique que vous avez dans vos institutions, parce qu'en général, ces personnes sont au courant de ce qui se passe. Notamment, il y a question de pédagogie dans l'enseignement supérieur, où c'est des congrès qui ne sont pas de spécialistes de l'éducation, de sciences de l'éducation, mais c'est vraiment des congrès de praticiens, donc d'enseignants, qui vont pouvoir présenter leur innovation ou leur méthodologie. Il y a la IPU aussi qui propose un colloque qui a lieu tous les 2 ans. Ces 2 colloques alternent en fait. Donc, chaque année, vous pouvez bénéficier de ce type de colloque. Et il y a des revues aussi comme la revue RIPES ou ISOTL, qui sont des revues spécialisées pour ce type de démarche. Dernier point, le portfolio d'enseignement. Donc l'idée, c'est de rassembler toutes les traces d'activités qu'on a pu réaliser et d'avoir une activité réflexive par rapport à ça. Et d'essayer de construire de la connaissance à partir de cette réflexion-là. Là, chez nous, c'est intégré en fait parce que nos enseignants ont des CDI, mais c'est des CDI qui ont une durée limitée. C'est un peu particulier, mais en fait, tous les 6 ans, ils rendent un rapport d'activité. Dans ce rapport d'activité, il y a un volet recherche, il y a un volet enseignement et un volet intégration dans la vie académique. Le volet recherche, c'est d'écrire les fonds qu'on a obtenus, d'écrire la recherche qu'on est en train de conduire, le nombre de publications, et ainsi de suite. Volet enseignement, ça va être de décrire sa philosophie d'enseignement. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'enseigner à l'Université de Lausanne ? Qu'est-ce que j'ai mis en place comme pratique? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre dans le cadre de mes enseignements? Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle aussi le Teaching Philosophy Statement. Il y a un volet aussi qui va être sur décrire en fait les enseignements qu'on a donnés et puis expliquer les choix pédagogiques qu'on a fait. Donc on est là sur une approche beaucoup plus réflexive. Je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qu'on demande, mais c'est des informations que vous pouvez trouver sur notre site web. Et donc, comme je disais, les enseignants ont un CDI avec une durée limitée à 6 ans, donc leur rapport est évalué par la faculté, par le décanat, qui donne un avis favorable ou défavorable.
et qui remonte ensuite après au niveau de l'université pour validation de l'avis. Ça peut arriver qu'un enseignant ne soit pas renouvelé. En général, c'est pas d'un coup. Il a un avertissement dans un premier temps si son dossier a été jugé non satisfaisant sur un point ou autre. En général, c'est plutôt sur la recherche que sur... en fait, c'est plutôt sur l'intégration dans la vie académique que ça pêche plus que sur les autres volets. Mais bref. Mais ici, on a un exemple d'accompagnement avec... on rappelle les textes, on propose des formations, on donne des ressources aussi pour travailler là-dessus, et puis on propose aussi de donner du feedback sur leur rapport d'activité. Là, c'est la saison, je reçois pas mal de volets enseignement pour relecture et puis pour conseil pour les enseignants. Ça, c'est les différentes... je vais passer parce que le temps arrive à la fin, mais c'est les différentes étapes en fait qui peuvent être... différentes questions qu'on pose aussi en enseignant pour remplir son portfolio d'enseignement. On propose aussi des ressources pour se poser des questions plus largement en fait. Donc là, on utilise tous les outils de la pratique réflexive. On a fait une fiche simplifiée pour expliquer un peu ce que c'est. Juste en termes de timing, je suis à la fin. Alors du coup, ce que je vous propose en fait, c'est d'aller sur la discussion maintenant. Je passais relativement vite sur les différents points. Si on a déjà évoqué certains freins, certains leviers qu'on peut voir dans l'institution, notamment avec le nombre d'heures que vous devez enseigner en présence de vos étudiants. Donc ça, c'est des points qui peuvent être discutés. Donc s'il y en a d'autres, on peut ouvrir la discussion. Pas forcément que sur les freins, sur les leviers, plus général sur... Oui. Une question. Ok. J'étais maître assistante en lettres et c'est vrai que du coup j'avais tout de suite été invitée à faire des évaluations d'enseignement et c'était juste pour vous donner mon point de vue parce que voilà, j'étais pas du tout habituée à me faire évaluer sur ces questions-là et ça m'avait énormément angoissée de devoir le faire et en fait ensuite ça avait vraiment été extrêmement utile. Il faut dire que le questionnaire était fait de telle sorte que en fait les étudiants ne pouvaient pas manifester de mécontentement, je trouvais. En tout cas, moi, ce que je me disais, parce que j'enseigne des disciplines plutôt techniques, et je m'attendais à ce que, effectivement, ils sont parfois un peu réticents. Et voilà, et puis du coup, le questionnaire était très, je trouvais, voilà. Mais enfin, toujours est-il que mon angoisse était complètement tombée. À partir du moment où j'avais fait cette évaluation et que je m'étais rendu compte que voilà, on pouvait très bien recevoir un retour des étudiants qui était utile, même si tout n'était pas positif dans ce qu'ils disaient. Et aussi, c'est vrai que ce qui avait été extrêmement utile, c'était l'expertise en fait des gens du CSE qui m'avaient, je sais pas, dit toutes sortes de choses auxquelles j'avais jamais pensé auparavant. Alors peut-être j'étais naïve, mais par exemple les biais de genre qui font que des étudiants vont recevoir l'enseignement. Moi, j'étais dans une équipe où il n'y avait que des hommes, et donc évidemment, ça avait donné une perspective très, très, très importante pour ça que je n'avais pas eu. Et autre chose que j'avais appréciée à Lausanne et que je ne retrouve plus ici, donc c'était que en fait l'amphithéâtre, de même que j'avais pas d'amphi moi, mais enfin la salle de cours était ouverte aux collègues. C'est-à-dire qu'en fait moi j'assistais aux cours de mes collègues parce que c'était ma première année et qu'ils voulaient que je voie comment ils faisaient. Et eux, ils venaient dans ma classe. Et ça, moi, j'avais jamais eu ça auparavant et j'ai plus ça maintenant. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais extrêmement utile. C'était juste donner cette expérience. Merci. Juste pour vous dire, quand ça ne va pas dans un enseignement, les étudiants ne se gênent pas pour le signaler aussi dans le questionnaire. Mais après, voilà, c'est en fonction du dispositif qui a été mis en place. À Lausanne, le dispositif a été mis justement pour être dans une approche formative. Donc de donner du feedback aux enseignants. Si on est juste à côté chez nos voisins à l'EPFL, il y a un questionnaire qui comporte une seule question en fait, qui est en gros l'enseignement est de très insuffisant à excellent, une échelle en 6 points, en sachant que chez nous les notes des étudiants sont sur 6 avec une moyenne à 4, donc là on remet une échelle sur 6, ce qui est assez proche d'une note en fait que l'enseignant pourrait recevoir sur son cours.
Et puis en fonction, donc il y a un seuil qui a été fixé au niveau des départements, en général c'est autour de 4.2. Si l'évaluation est inférieure à 4.2, l'enseignant est convoqué auprès du directeur de son département. Et à 2 ans pour faire en sorte que ça change. Donc en général, l'enseignant va voir après la cellule d'appui pédagogique de l'EPFL, travaille sur un questionnaire un peu plus approfondi, parce que là c'est une question, il peut tout y avoir comme idée derrière, donc d'essayer d'analyser ce qui se passe réellement, et puis un accompagnement qui se met en place, mais dans ce cas-là c'est un peu plus stressant aussi, parce qu'il y a une incitation, voilà, il peut y avoir une incidence assez forte après sur son job. S'il y a d'autres questions, ou s'il y a un manque de caféine. Oui. C'était juste pour revenir sur la question des freins, parce que alors ceux qui sont ici sont tous convaincus par l'innovation pédagogique. C'est souvent des fois le problème, c'est qu'on ne réussit pas à convaincre ceux qui ne viennent pas aux conférences pour les convaincre. Nous, on a un autre frein, c'est qu'on est dans des formations où on est pour la grande majorité en apprentissage. Donc les étudiants sont en entreprise. Et en fait, le problème, c'est que des fois, il n'y a pas forcément d'innovation dans le travail qu'ils ont à mener, et il n'y a des fois même pas forcément de réflexivité dans le travail qu'ils font. C'est une demande de l'entreprise, c'est-à-dire on est sur des niveaux master, mais en fait les gens pourraient faire ces missions-là sans avoir besoin d'un master, et en fait on est dans des décalages où on essaye de faire de la réflexivité, on essaye de faire de l'innovation pédagogique, on essaye de faire des choses qui les poussent à la réflexion. Et en fait, en face, le marché du travail, alors c'est très vite dit, parce que bien évidemment, il y a dans plein de stages ou d'apprentissages où il y a besoin de réfléchir, mais moi, en tout cas, je suis face à des étudiants où, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir pour faire le travail qu'ils ont besoin. Et donc, à chaque fois qu'on leur pose la question, alors j'ai une petite anecdote la semaine dernière pour un étudiant CCA. CCA, donc c'est des gens qui vont aller vers, pour certains, l'expertise comptable. Et je pose une question dans un cas, que pensez-vous d'eux? Et la réponse de l'étudiant, c'est « Ah, ça c'est bien une question de prof pédago. Pourquoi moi je suis en comptabilité ?» Alors c'est caricatural, mais c'est comme ça qu'il me l'a dit. Ben, je veux savoir dans quelle case je mets quel chiffre. Et en fait, on ne me pose jamais la question de « Qu'en pensez-vous ?» Et ça, c'est bien un truc de prof pédago. Alors, il ne me l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Et donc, moi, j'ai vraiment ce frein-là à j'en suis convaincu, mais en fait, en face, j'ai l'impression que des fois, ça marche pour 5 étudiants sur 25. Donc, c'est un peu décourageant. Voilà. Dans cette situation, après, j'imagine que dans certaines situations métiers, à un moment donné, ils vont être face à des problèmes qu'ils vont devoir régler. Et puis là, peut-être qu'il n'y a personne qui va pouvoir leur dire dans quelle case il va falloir cocher, ou dans quelle case on va devoir mettre telle ou telle information. Et dans ce cas-là, je pense que toutes ces approches réflexives, ça leur permet déjà de les nourrir en fait sur la résolution de problèmes. Après, je pense qu'en travaillant avec les personnes qui accueillent ces étudiants, s'il y a possibilité de trouver des situations problèmes qui pourraient être utilisées. Alors c'est clair, dans un premier temps, peut-être qu'ils vont être plus en application, mais à un moment donné, dans le développement de leur métier, puis peut-être dans l'évolution de leur carrière, ils seront obligés de se poser des questions. Mais en lien du coup avec la remarque de ma collègue tout à l'heure, de réussir à avoir des retours aussi plusieurs années après, parce que là, les étudiants, notamment en apprentissage, ils n'arrivent pas à se projeter sur le fait que, oui, actuellement, tu fais ce métier-là, mais l'université, c'est pas que pour le métier que tu es en train de faire actuellement, c'est pour la suite. Et donc, je ne sais pas s'il y a des expériences de retour sur les enseignements, mais plusieurs années après, pour savoir si on est toujours que 5 à avoir... est-ce qu'ils sont toujours que 5 à avoir... à qui ça a parlé, ou est-ce qu'on est plus à 10 ou 15 et là, nous redonner de la motivation pour continuer à le faire? Ça se fait justement avec les démarches qualité.
On doit faire des évaluations de programmes à un moment donné. Et dans ces évaluations de programmes, en général, il y a des enquêtes qui sont orientées vers les alumni. Et c'est là-dessus. Après, c'est à vous de voir justement avec l'équipe qui s'occupe de ces évaluations, d'intégrer des questions qui porteraient là-dessus, en fait, sur la qualité des enseignements. Ouais. Vin. Après, là, on arrive justement sur la question de la motivation des étudiants. Et il y a une formule qu'on présente souvent à nos enseignants, c'est M égale C fois V. C'est assez simple à retenir. Donc motivation, c'est égal au sentiment de compétence de l'étudiant. Donc est-ce que je me sens compétent pour faire la tâche qu'on me demande, multipliée par la valeur que je vais accorder à cette tâche-là? Est-ce que pour moi, c'est important de faire cette activité? Donc c'est une multiplication, ce qui fait que s'il y en a un des deux qui est proche de 0, la motivation va être proche de 0. Alors c'est un modèle simplifié, il y a plein de modèles sur la motivation. Mais là, ce qui est intéressant, c'est un problème de valeur. En fait, c'est finalement l'étudiant, il ne sait pas pourquoi, en fait, qu'est-ce que ça va lui apporter. On a souvent ces choses-là aussi en psychologie, dans dans les programmes de psychologie avec les cours de statistique. Les cours de statistique pour psychologues, en général, c'est des cours qui sont fuis par les étudiants. Et puis, ils ne voyaient pas l'intérêt, en fait, de faire des statistiques pour la suite. Par contre, si on arrive en disant, ben, plus tard, vous allez devoir... on met une situation de problème. Statistique, on ne change pas le cours. Par contre, ce qu'on dit aux étudiants, c'est que dans 5 ans, vous sortez, vous êtes psychologue, et puis on vous demande de faire une expertise sur un profil psy d'un détenu qui pourrait être... on se demande si on doit le relâcher ou pas. Et puis, il y a eu des tests psy qui ont été réalisés avec différents indicateurs qui sont tombés, puis vous devez analyser ces données-là. Tout de suite, d'avoir fait des cours de stats, ça commence à être utile, là. Parce qu'on se dit, après, derrière, moi, je vais avoir un impact si je dis, en rédigeant l'avis, alors je ne vais pas dire, oui, je fais sortir la personne ou non, je la laisse rentrer, mais en fonction de comment je vais rédiger le bilan d'évaluation en fait, du profil, ben, ça peut avoir un impact fort sur la personne ou sur la communauté entière. Donc c'est d'arriver à trouver en fait ces situations, mais là il faut travailler avec les employeurs pour ça aussi, de voir quelles seraient les situations qui pourraient être dans lesquelles on va utiliser ces compétences-là chez les étudiants. Oui. Quels sont les outils que vous avez pu mettre en place pour faciliter la participation des enseignants, enseignants-chercheurs aux colloques dont vous parliez, la UP, la IPU ou le CDES? Parce qu'il y a toujours un problème de financement. Oui. Nous, on l'a collé en fait avec notre fonds d'innovation pédagogique. Donc notre fonds d'innovation pédagogique, il permet de financer, en gros, on a une enveloppe budgétaire de 600 000 francs par an pour soutenir des projets. Les projets peuvent être financés à une hauteur de 30 000 francs. 600 000 francs, on est à 550 000 euros. Et en gros, les projets sont financés autour de 25 000 euros, max. Et chaque fois qu'un projet est déposé, dans le budget qui est demandé, on leur demande de garder l'équivalent de 2 000 euros pour aller communiquer dans un colloque. Donc là, on a du budget pour ça, en fait. Sur l'utilisation du portfolio, et donc ce temps, tous les 6 ans, qui impose un peu de se poser, de savoir où on en est, est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps à l'université? Quelle analyse en retour vous avez vraiment de cette pratique? Qu'est-ce que ça apporte? Oui. Alors ça fait plus de 10 ans que ça existe maintenant. On a fait une petite étude là-dessus justement pour voir est-ce que les gens voyaient ça comme une approche administrative ou réflexive. En fait, dans les données qu'on avait collectées,
on avait 75% des enseignants qui trouvaient que ça permettait de susciter la réflexion en fait, sur ces pratiques. Donc ils voyaient plus ça comme une approche réflexive qu'une approche administrative. Par contre, ils avaient plus de critiques sur la partie recherche, où là, on leur proposait juste de décrire les différents éléments. Et puis, la critique que les enseignants émettent, par contre, par rapport à ce dossier, c'est qu'ils ont peu de feedback de leur décanat après. Quand ça va bien, on dit OK, ils reçoivent un courrier comme quoi ils sont reconduits dans leurs fonctions, mais ils n'ont pas de retour sur dire OK, ça c'est super intéressant, ça serait bien qu'on puisse développer ces choses-là auprès de l'équipe. Ça, à l'heure actuelle, ils n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment une marge de progression qu'on a en tête. Et sinon, juste par rapport à cet accompagnement, en fait, 1 an avant la date de leur remise du rapport, moi je les contacte en indiquant en fait tout le dispositif de soutien qu'ils peuvent bénéficier pour réaliser leur rapport d'activité. Donc ils sont déjà prévenus 1 an avant qu'ils vont devoir faire leur rapport d'activité. Juste après la réception de ce courrier, 1 mois après, il y a un atelier qui est là justement pour travailler sur tout ce qui est philosophie d'enseignement. Donc ceux qui viennent, ils vont travailler avec des approches type photolangage pour faire émerger en fait leur représentation sur ce que c'est pour eux qu'enseigner à l'université, puis qu'est-ce qu'ils mettent en fait, quels sont les mots qu'ils vont pouvoir accrocher à tout ça. Et après, il y a aussi tous les dispositifs plus administratifs sur qu'est-ce qu'on doit mettre dans le rapport, mais toujours avec ce volet réflexif. Alors c'est clair que nous, on a un levier assez fort par rapport à l'implication après pour que les personnes, comme toute innovation pédagogique peut être mise dans le rapport d'activité, les évaluations, elles vont être commentées, elles ne sont pas mises directement. On ne demande pas à ce que les résultats d'évaluation apparaissent dans le rapport d'activité, mais ils doivent indiquer qu'ils ont fait évaluer leur enseignement, parce que la direction ne le sait pas. Nous, on sait qui a fait évaluer ces enseignements, mais on est les seuls à le savoir. Ils doivent indiquer donc qu'est-ce qu'ils ont fait évaluer et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus par rapport à ça et qu'est-ce qu'ils ont modifié au niveau de leur pratique, le cas échéant. Donc là, on aussi sur l'évaluation, on s'en sert dans un volet formatif. Très bien. Ben, merci beaucoup.